bienvenue à ce webinaire. Nous allons attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Et puis, nous allons démarrer. Voilà, les connexions sont en train de se faire. Il est à peine 13h01, donc on n'a pas vraiment de retard. Encore quelques secondes et on va pouvoir démarrer. Voilà, je pense que les prochains qui se connecteront prendront le train en marche. On va démarrer. Alors à nouveau, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les sociétés Kestit et Smart Testing. Je suis Michel Guèze, président et cofondateur de la société Smart Testing, justement, mais aujourd'hui, je n'aurai qu'un petit rôle, celui de Monsieur Loyal, relayant en fin de session les questions et les commentaires que vous aurez écrits dans le chat de notre plateforme Teams à l'attention de nos deux présentateurs. Alors, c'est le bon moment pour vous faire un petit mode d'emploi de ce webinaire. Il durera 45 minutes et comprend une partie présentation d'une trentaine de minutes, 30-35 minutes, et à la fin, une session questions-réponses de 10-15 minutes. Vos micros et vos caméras sont désactivés, c'est normal, il n'y a pas d'erreur, on a tout testé. Et puis, n'hésitez pas évidemment, en cours de route et au fur et à mesure qu'elles vous viennent, à poser vos questions ou faire part de vos commentaires dans la partie conversation de la plateforme Teams. Et comme je vous l'ai dit, nous y répondrons en fin de présentation. Et pour ceux qui voudraient partager ce webinaire après avec leurs collègues, un replay sera mis en ligne dès que la session aura été close. Voilà, donc on va commencer par les présentations qui sont nos présentateurs aujourd'hui. Je commence par Abderrazak Damani, qui est directeur du pôle conseil et formation de Kestit France. Abderrazak compte plus de 20 ans d'expérience dans le métier du test au sein de différentes ESN et d'éditeurs de logiciels aussi. Donc, un pro du test avec de la bouteille. Nous avons également Bruno Lejard, qui est une figure bien connue de la communauté du test, membre du secrétariat du CFTL et à ce titre, organisateur de la Journée française des tests logiciels dont la prochaine édition aura lieu en juin prochain. Il est également enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté dans les domaines de l'ingénierie logicielle et il est enfin cofondateur et conseil scientifique de Smart Testing. Ils vont tous les deux nous présenter aujourd'hui les enjeux et les solutions liées à l'accélération des cycles de développement, depuis l'adoption des pratiques agiles et des modes de déploiement DevOps. L'accélération est au cœur des sujets. À vous, messieurs. Abderrazak. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci à tous d'être là. Nous sommes là pour vous présenter donc la présentation suivante. Donc tout d'abord, je vais faire un petit rappel des changements qu'on a pu s'apercevoir de ces dernières années au niveau du métier du test. Et ce que ça a apporté finalement, puisqu'on a une évolution constante, comme vous le savez. Et pour moi, on est rentré dans un cadre vraiment que je vais appeler new normal. Et il faut s'adapter à ces changements le plus tôt possible. À travers cela, on va aussi voir l'impact que ça a sur les organisations, avec quelques chiffres. Et puis,
On pourra ensuite enchaîner sur comment y remédier, et notamment avec l'usage et l'automatisation des tests centrés sur l'usage. Et enfin, on vous laissera une partie de la présentation où on échangera, comme l'a expliqué, avec des questions et des réponses. Le monde new normal, comme je le dis, c'est qu'on a, depuis 4-5 ans, on a introduit d'abord l'agilité, puis une notion de ceux qui veulent aller encore plus loin que l'agilité, de DevOps. Et ce que ça impacte, ce genre de changement, c'est qu'il y a une partie qui concerne l'intégration continue et une partie qui concerne le déploiement continu. Le test en lui-même est vraiment sur la phase d'intégration continue, où là, les changements, ça implique, comme on va le voir, que les objectifs derrière, c'est de bien identifier les tests que l'on va devoir automatiser et intégrer en continu à chaque fois qu'un développeur ou une équipe de développement a des changements à intégrer et à compiler. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser le contenu, justement, identifier les bons tests, donc de nos périmètres de non-régression, de façon itérative, et surtout de dégager du temps de façon itérative en cas d'échec pour corriger ces anomalies qu'on trouverait suite à des changements livrés par nos équipes de développement. Donc cette présentation est réalisée en partenariat avec Smart Testing, parce qu'il y a une solution qui va être aussi évoquée, qui nous aide dans ces pistes de solutions, bien cibler les périmètres de non-régression et garder un timing, vous avez compris, donc on est dans une ère de changement où il faut aller vite, il faut qu'à l'issue de livraison, on ait un feedback rapide, notamment en termes de non-régression, pour savoir si ces changements ont impacté des fonctionnalités qui fonctionnaient précédemment. Et vous allez le voir que si on n'a pas de solution, le timing et les délais d'exécution des tests peuvent être au-delà des délais qu'on s'impose au niveau de l'agilité des incréments que l'on doit valider. Premier impact du modèle traditionnel à l'agilité, comme on le voit, on passe d'une organisation en silo à une organisation désilotée. Première étape, quand on introduit l'agilité, on a un mur, comme vous le voyez, qui séparait le business du développement, qui n'est plus là. Donc les équipes doivent travailler ensemble, mais on ne regroupe que la MOA, donc le business, et les équipes de développement. Et on n'a pas de vision de ce qui se passe encore en exploitation, et on n'a pas de lien et de travail commun avec l'exploitation. Il y a toujours le mur qui sépare l'exploitation de ces équipes. Quand on passe à DevOps, on n'a plus de mur, et toutes les équipes travaillent avec les mêmes objectifs communs. Et c'est ça l'impact, le gros impact organisationnel et les changements derrière que ça implique. Donc, pour les testeurs, ça veut dire qu'on va devoir de plus en plus accentuer les tests techniques, l'industrialisation de ces tests en termes d'automatisation, que ça touche des tests fonctionnels ou des tests API, mais aussi la partie des tests unitaires. Donc l'automatisation, c'est plus une option, ça devient quelque chose d'indispensable et nécessaire dès le début, dès les premières itérations de notre projet agile ou DevOps. C'est ce qu'on nomme le fameux shift left. Le shift left, c'est de, comparé à un cycle traditionnel, c'est de faire en sorte qu'on exécute des tests au plus près du développement. Ça veut dire qu'on industrialise les tests unitaires, mais qu'on automatise un maximum des tests sur un code en cours de construction. Ça veut dire aussi que l'automatisation, déjà, dans ses principes, elle doit être robuste face au changement du logiciel.
C'est toutes les bonnes pratiques de l'automatisation, le framework, l'identification des tests les plus pertinents à automatiser, toutes les contraintes de l'automatisation doivent être prises en compte très tôt dans le projet. L'automatisation des tests, notamment fonctionnels, comme vous le voyez à l'écran, si on ne fait pas attention finalement, tout test exécuté manuellement est potentiellement un test de non-régression qu'il faudra rejouer lors d'un sprint suivant. Donc si on ne fait pas attention, ça veut dire que tout notre patrimoine de tests, finalement, chacun des tests qu'on a exécutés manuellement, à un instant, peut faire partie du périmètre de nos régressions. C'est les poupées russes. Et si on n'a pas de moyen d'identifier les bons candidats automatisés, ben on voit bien que les délais d'exécution des tests de chaque sprint s'en trouvent impactés. Ça, c'est le premier point. Et l'automatisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une option. Donc, dès le début, il faut avoir les moyens de bien identifier les tests techniquement automatisables, mais aussi qui reflètent la réalité de ce qui est utilisé en production. Dans ce schéma, on rappelle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'un des objectifs principaux, ça va permettre justement d'assurer la non-régression. L'intégration continue, c'est vraiment d'assurer qu'à chaque fois qu'on touche au code, on n'a pas de régression, en permettant de rejouer systématiquement des tests automatiques suite à tout changement. Ça, c'est la première étape qu'on valide ici dans un environnement à l'issue de la validation, donc de la compilation des changements de nos développeurs, des tests unitaires et du déploiement dans un environnement où l'on va pouvoir jouer nos tests de non-régression. Avec notre outil d'automatisation, ça peut être Cypress, Selenium, UFT, quel que soit le choix de la solution d'automatisation, ça sera exécuté dans un environnement qui fait partie des environnements de staging, comme on le voit là. On pourra ajouter une couche pour les tests de performance et on pourra ajouter aussi une couche pour d'autres tests comme la sécurité et autres, avant de prendre la décision de déployer en production de façon manuelle ou automatique aussi. Tout ça pour vous dire que, encore faut-il, bien sûr, à ce moment-là, optimiser les contenus de périmètre de non-régression. On ne peut pas se permettre ici, là, les développeurs, quand ils livrent des changements, ils doivent être tout de suite avertis en cas de, justement, de non-régression, pour retoucher à leur code et relivrer la compilation, le lancement des tests unitaires à travers le serveur d'intégration continue et le relancement des tests de non-régression pour lesquels il y avait un échec. On ne peut pas attendre, surtout quand on est en mode agile et DevOps, que ça dure très longtemps pour avoir ce retour. C'est très important d'avoir ce retour rapide. Et surtout, en cas d'échec, il faut qu'on ait les moyens et les délais raisonnables pour pouvoir corriger les anomalies et relancer l'intégration continue. Bruno, tu peux reprendre la main? Oui, très bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Très bien. Donc, vous m'entendez bien aussi, hein, c'est ce que je comprends, en fait, qu'il y ait une réponse. Donc, merci Abderrazak. Donc, je vais effectivement poursuivre. Alors, Abderrazak le présente bien, on est sur finalement une nécessité d'automatiser depuis déjà quelque temps et en même temps, on va le voir de façon vraiment très marquante sur les résultats des enquêtes CFTL, hein, dont je vais vous parler maintenant. Eh bien, l'automatisation reste un challenge vraiment complexe dans la plupart des équipes, dans la plupart des contextes. Alors, voyons les résultats de ces enquêtes. Vous voyez, là, les trois couleurs correspondent aux enquêtes 2019, 2019, 2021, 22, c'est-à-dire fin 2021, début 2022,
organisé par le CFTL, donc le Comité français des tests logiciels. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du CFTL pour trouver plus de données là-dessus, ou vous pourrez me contacter sur LinkedIn si vous voulez plus de données. Et ces enquêtes, qu'est-ce qu'elles montrent? Et je dois dire qu'à chaque fois, on a tous été un peu interrogatifs. C'est que lorsqu'on on demande aux personnes, hein, c'est très représentatif de la communauté française, de ce qui se passe en France dans les différents secteurs, eh bien, 700-800 réponses, hein, à chaque fois, chaque enquête, on s'aperçoit que d'une stagnation des taux d'automatisation. C'est-à-dire que on veut, mais par le fait, il n'y a pas de vrai progrès. On voit que les plus avancés ont avancé plus vite. Vous voyez, hein, on voit une courbe là, mais vous voyez, dans des chiffres qui sont, disons, peu significatifs, enfin pas peu significatifs, mais qui représentent une minorité. Et puis globalement, on a vraiment une majorité des situations où l'automatisation patine. Alors, quand on va un peu plus loin, hein, qu'on pose la question, mais c'est quoi les difficultés? En fait, il y a 3 difficultés principales qui remontent. La première, c'est finalement que l'automatisation est freinée par les problèmes de couverture. Finalement, on ne sait pas bien ce qu'on teste, on a du mal à faire le lien entre les besoins d'assurer donc la sécurité en production et puis une couverture de tests automatisée. Il y a un vieillissement aussi des tests automatisés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le manque de temps et de ressources, qui fait que dans le rythme d'avancée, finalement, on n'arrive pas à gérer ce problème, ou on n'arrive pas à le gérer dans le temps. Et puis, le troisième, c'est évidemment les questions de complexité globale de l'effort d'automatisation, qui est, et y compris de silos, hein, qu'on rencontre encore entre la partie fonctionnelle d'analyse des tests et puis la partie purement automaticien. Alors, si on regarde les conséquences de ça, clairement, c'est de ralentir, parce que l'absence d'automatisation impose soit de faire plus de tests manuels et donc de ralentir, ou bien de dégrader la qualité, ce qui est en général pas la meilleure option. Et quand on regarde plus précisément l'impact de ce goulet d'étranglement, où est-ce qu'il se situe du point de vue de la pyramide, hein, qui était évoquée, de la pyramide des tests telle qu'elle était présentée précédemment par Abderrazak, eh bien on voit que ce qui remonte, c'est que clairement, c'est sur les tests dits de bout en bout, c'est-à-dire les tests qui ont le plus d'impact du point de vue de la couverture des parcours métiers, que se situent les problèmes les plus importants, c'est-à-dire que se situent les difficultés de création, de maintenance des scripts automatisés qui, de fait, ont cet effet de ralentir les équipes, de créer un point de peine et un goulet d'étranglement. Et finalement, c'est ça qu'on va chercher à adresser dans les solutions un peu innovantes d'automatisation centrée sur l'usage. Hein, c'est de ça dont je vais vous parler, comme une réponse aux questions et aux points de peine qui remontent de façon importante aujourd'hui et que certainement vous confrontez aussi. Alors, de quoi on parle? Eh bien, on parle finalement de s'appuyer sur les bonnes pratiques de l'analyse, de la mesure des parcours utilisateurs en production pour déterminer, réaliser la couverture de l'usage par les tests. Cette donnée, elle est disponible. Cette donnée, on sait la collecter et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une approche qui soit pilotée par le parcours client en production, sa compréhension, sa connaissance, la collecte de la data. Donc, vous voyez, de passer d'une situation où on approxime ça à une situation où on s'appuie sur cette collecte-là, et en s'appuyant là-dessus, on va aussi diminuer, centrer l'effort de test et nous aider dans la création et la maintenance de ces tests. Alors, rentrons un petit peu dans le détail, hein. Sur ce premier aspect,
le premier point de peine donc, qui remonte, hein, c'est le dimensionnement de l'effort d'automatisation de ces tests de bout en bout, ici. Et donc, le besoin finalement de pouvoir savoir, de pouvoir s'appuyer sur l'analyse de ce que l'utilisateur réalise réellement. Parce que, on le sait tous, hein, je veux dire, on met en production du logiciel et finalement, on avait une idée de ce que les utilisateurs allaient en faire, mais dans le détail des parcours, dans ce que les gens vont préférer de faire, etc. Et finalement, dans ce qui va amener à des anomalies qu'on n'avait pas anticipées, et bien évidemment, cette méconnaissance est un problème important et qui est celui qu'on cherche, qu'on va résoudre ici. C'est-à-dire s'assurer de la pertinence des tests automatisés par l'analyse des parcours utilisateurs en production et la collecte de la donnée. Alors, cette collecte de la donnée, elle va s'effectuer comment? Au travers de la collecte des actions, hein, des clics, de l'ensemble des actions utilisateurs qui vont permettre d'analyser ce qu'on appelle des patterns d'usage, c'est-à-dire de classifier, d'organiser et de pouvoir mesurer finalement quels sont les différents usages que l'on va vouloir tester. Et à partir de cette couverture de l'usage, de produire automatiquement, hein, de pouvoir générer du code exécutable. Alors là, je vous montre du code Cypress, mais donc du code de test. Et l'objectif de ce type de méthode, hein, de ce type d'approche, c'est aussi d'être capable de produire 80% de ce code et donc d'être capable de cerner les bons tests, périmétrer l'effort de test et en même temps de générer le code, générer les scripts. Alors, si on aborde tout de suite un des premiers questionnements qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de collecte de données, de collecte des actions utilisateurs, hein, on le voit bien avec les débats qui ont eu lieu dans le domaine de l'analyse web, hein, du web analytics, avec tous les débats centrés sur la vie privée. Eh bien, la bonne nouvelle dans le domaine des tests, c'est qu'on n'est pas intéressé par le parcours utilisateur spécifique lié à la personne. Ce qui nous intéresse, c'est les patterns d'usage, c'est-à-dire finalement, on n'est pas intéressé par la donnée privée parce qu'il n'y a pas d'usage dans le domaine des tests. Évidemment, nos environnements de test ne reprennent pas des données personnelles, elles sont construites pour être justement des données de test, totalement indépendantes de ces données privées, et on a justement besoin de patterns d'usage qui nous permettent de rester totalement anonymes. Donc, pour synthétiser, hein, c'est de fait une bonne nouvelle. Hein. Lorsque on déploie, on utilise, on met en œuvre une approche d'automatisation centrée sur l'usage, hein, je n'ai pas encore utilisé le mot en anglais, usage-centric testing, hein, qui participe de toutes ces approches centrées utilisateurs, eh bien, on va collecter de la donnée anonyme et on est en totalité respectueux du RGPD de ce fait. Alors, si on prend les étapes, hein, la plateforme qu'on développe à Smart Testing s'appelle Gravity. Hein, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous faire une démo produit que qu'on aura plaisir à partager avec vous, mais là, l'idée, c'est plus d'être sur l'approche, sur les concepts et de discuter avec vous comment ça peut faire évoluer finalement les pratiques d'automatisation hein, aujourd'hui. Il y a 4 étapes principales. La première étape, c'est donc celle de collecte des données, c'est-à-dire qui va permettre en production, mais on va le voir aussi en test, hein, en intégrant un petit script de collecte des actions utilisateurs, de pouvoir remonter ces parcours, de pouvoir, en deuxième étape, donc les visualiser, et d'ailleurs, éventuellement, de découvrir finalement ce que font réellement les utilisateurs, y compris de découvrir qu'il y a des choses qui se passent bizarrement. Et donc, d'avoir cette capacité d'analyser cette donnée-là, hein, je vais vous la montrer après, de pouvoir évaluer la couverture de l'usage par les tests, hein, et donc de pouvoir comparer les parcours utilisateurs, donc l'usage réalisé, avec les parcours testés, hein, et donc de pouvoir avoir des métriques de couverture de l'usage par les tests, et évidemment d'amener à la complétion de ces métriques
et puis derrière, de générer les scripts, ou plutôt le code de test automatisé. Et là, nous, on travaille, on intègre Gravity avec l'environnement, le framework Cypress, qui est un des frameworks actuellement les plus aboutis pour les tests, l'automatisation des tests de bout en bout, front web. Alors, voyons les choses un peu plus précisément, plus exactement, sur une vue un peu différente. Vous voyez, on a notre environnement en opération, notre environnement de test, avec notre application là, qui est devant. Alors, en opération, évidemment, ce qu'on va collecter de façon anonymisée, PII free, ça veut dire Personal Identifiable Information Free. Donc, sans aucune information personnelle d'identification, donc information privée qui soit collectée, les parcours utilisateurs. Mais à côté de ça, on va aussi collecter à la fois les exécutions donc des tests automatisés, là, réalisés avec le framework Cypress, mais aussi les tests manuels. Pourquoi les tests manuels? Parce que ça va nous permettre de voir aussi les sessions de tests manuels, qu'est-ce qu'elles ont couvert, et puis de faciliter l'automatisation des tests manuels qui nous intéressent. Mais le tableau de bord, ou l'objectif, ce qui nous guide, c'est finalement la capacité à couvrir les usages tels qu'ils ont été analysés à partir du réel, à partir de la production. Et c'est ça, finalement, l'élément nouveau, c'est qu'on va piloter l'automatisation à partir de l'analyse des parcours utilisateurs réels. Alors, voyons voir un petit exemple. Vous voyez, j'ai 4 slides pour vous montrer concrètement comment les choses se mettent en œuvre. Là, on a repris cette petite application pédagogique de Cypress, pour faire simple. Donc, c'est une application de transfert de paiement, vous voyez, qui est toute simple. Et pour ceux qui connaissent le framework d'automatisation Cypress, c'est du matériel disponible dans l'environnement Cypress. Lorsqu'on a installé le collecteur, c'est-à-dire ce script qui permet de collecter les actions utilisateurs, on va commencer à collecter les sessions. Donc, on parle de sessions d'usage. Et ces sessions, eh bien, elles sont analysées du point de vue, elles sont collectées, visualisées du point de vue des différents clics, avec des informations techniques qui permettent de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé éventuellement, mais en tout cas qui donnent sur les pages l'ensemble de la donnée sur l'ensemble des sessions qu'on va collecter pour qu'elles soient suffisamment représentatives. À partir de ces sessions, on est intéressé, on va définir des usages. Qu'est-ce qu'un usage? Eh bien, je vais vous prendre l'exemple d'une application de e-commerce, un usage type qui est donc l'achat en ligne à partir de la sélection d'un item et du checkout. C'est finalement 3 points de passage. C'est la sélection d'un item, c'est la visualisation du panier, et puis c'est l'action de checkout, de paiement. Et ça, ces points de passage-là, qui sont des points d'action utilisateur, permettent de caractériser des usages. Et l'analyse de ces usages, tel que c'est fait dans Gravity ici, permet de voir comment ces usages sont présents. Donc, les différents usages que vous voyez ici, ça, c'est des usages. Ajouter un nouveau compte bancaire, créer une nouvelle transaction, supprimer une notification, etc., dont la fréquence d'apparition dans les sessions donc de cet usage-là, dont la représentativité est donnée par des statistiques et dont la couverture de test est donnée par d'autres statistiques. C'est-à-dire qu'on a la mesure à la fois de la représentativité d'un usage par rapport aux sessions observées, aux utilisations du logiciel observé, et puis on a la couverture de test. Donc ça nous donne l'indication de ce qu'il va falloir compléter par rapport à ce qui est déjà testé. Ici, on n'a qu'un pauvre test automatisé, donc évidemment, on a envie d'aller plus loin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner une session représentative liée à cet usage-là, et puis derrière, si c'est cette session qu'on va sélectionner, on va pouvoir exporter, créer le code et l'exporter, soit créer le projet, soit créer le code, donc générer le code d'automatisation. Donc, vous voyez la logique, c'est d'abord une logique d'observation de l'activité, c'est une logique d'analyse
des parcours réalisés, mais aussi d'analyse de la couverture des tests existants, et puis une logique de création de nouveaux tests ou de mise à jour de tests existants sur la base donc de la couverture des parcours utilisateurs en production. Voilà, alors l'idée c'était de ne pas vous montrer, de ne pas rentrer trop dans le détail, hein, de façon à ce qu'on puisse échanger aussi et puis de rester dans un temps un peu contenu. Donc c'est un peu la synthèse qui va nous permettre d'échanger avec vous, de voir les questions, les remarques que vous pouvez avoir. Donc en synthèse, cette approche d'automatisation centrée sur l'usage, elle répond à 3 types de besoins. Le premier besoin, c'est identifier réellement les tests à réaliser. Et les identifier, les évaluer, les mesurer à partir d'éléments objectifs qui sont donc la collecte de l'usage en production et l'évaluation de ce qui est déjà testé, de ce qui reste à tester, et de le faire dans le temps parce qu'on voit des nouveaux usages, on voit des nouveaux parcours types qui apparaissent et évidemment des nouveaux besoins de couverture. Donc on peut en permanence monitorer cette couverture de l'usage par les tests pour prévenir évidemment des anomalies en production dans le cadre des tests de non-régression. La deuxième chose, c'est l'accélération, c'est-à-dire réduire les délais parce qu'on va avoir un process très rapide de l'identification à la génération du code. Et puis, évidemment, à côté de la réduction de ces délais d'accélération, il y a la réduction des coûts d'automatisation. Le lien ici est la page de Gravity. Donc, Gravity-Testing. Gravity a une version gratuite, vous verrez. Gravity est on sera évidemment très intéressé par toute expérimentation que vous pouvez faire, mais voilà. D'abord, on avait envie avec Questit, avec Abderrazak, de vous parler du contexte et de vous parler des nouvelles solutions, des solutions innovantes qui apparaissent dans le domaine, en particulier celles centrées sur la donnée, la collecte des actions utilisateurs. Donc, Merci. Pour compléter un peu, donc nous, chez Questit, on réalise des audits chez nos clients. Et beaucoup de clients, en termes de recommandations, ce que l'on rencontre, ce que l'on voit, c'est finalement ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire savoir quels sont les bons tests, et puis surtout avoir les moyens d'accélérer les cycles. Donc les cycles, je vous ai parlé tout à l'heure d'agilité de DevOps, mais on veut un résultat rapide. Dès qu'on touche au code, est-ce que ça a cassé ce qui fonctionnait précédemment ou pas? Donc, identifier les bons tests et surtout pouvoir réduire les délais d'exécution. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte énormément à travers nos audits. Et puis donc, du coup, réduire les coûts d'automatisation. Parce que derrière, comme je vous l'ai dit aussi, l'automatisation, c'est plus une option. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir dès le début du projet pour l'intégrer à partir du cycle 2 et 3. Et ce genre de solution, justement, à partir du cycle 2, 3, à partir du moment où la solution commence à s'enrichir, peut être mis en œuvre. Voilà. Merci messieurs pour cette belle présentation. C'était très intéressant et on a commencé à avoir quelques questions que je vais vous poser. Je dis à tous nos participants de ne pas hésiter à en poser de nouvelles et je vais commencer par la première. Comment compare-t-on les tests issus de l'usage avec les tests manuels et automatisés? Sont-ils basés sur des objets, des fonctionnalités, des exigences ou du user story? Donc là, c'est une question qui s'adresse à toi, Bruno. Oui, alors c'est un sujet. La comparaison, en fait, le concept nouveau, finalement, c'est que on remonte les parcours utilisateurs réels et que, du coup, l'analyse de couverture, si vous avez des sessions manuelles à partir d'un référentiel documenté et que sur l'environnement de test, lors d'une campagne de test, vous allez enregistrer, collecter cette donnée-là d'exécution, de réalisation de vos tests, et vous allez pouvoir, avec Gravity, comparer les usages testés avec les usages
concret, réel. Donc la comparaison n'est plus au niveau d'une expression de besoin dont on sait quelle est la source, mais qu'elle est difficile parce qu'elle est imparfaite, elle est peu présente ou en tout cas insuffisamment. Elle est par rapport au réel, c'est-à-dire au fait qu'on a comment dire, une réalité d'usage. Alors vous allez me dire, oui, mais sur les nouvelles features. Eh bien, sur les nouvelles features, évidemment qu'on a besoin toujours de tests exploratoires, de tests documentés, mais là, ce dont on vous parle, c'est de la mise à jour de vos tests de régression. Et donc, on va aussi pouvoir, en tout cas avec Gravity, pouvoir générer les nouveaux tests, des nouveaux parcours, par exemple ceux que vous avez fait en test exploratoire. Mais la mesure, pour répondre de façon plus directe, elle est bien sur la couverture de l'usage. C'est ça qui est comparé, mesuré, que ce soit avec les tests manuels ou avec les tests automatisés. On a une deuxième question très pratico-pratique. On a montré un exemple de l'usage de Gravity sur une application web. Est-ce que Gravity s'applique également à d'autres technologies et en particulier des applications mobiles? Alors, aujourd'hui, on est web avec l'idée de couvrir le mobile lorsque le mobile est finalement géré au travers des mêmes types de, comment dire, d'interface. Hein. Le collecteur, c'est en fait du code JavaScript avec un appel à une librairie qui est ouverte. Hein. Le code de collecte est un code ouvert, c'est-à-dire qu'il est auditable et partagé en fait, hein, ce code-là sur un GitHub. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le GitHub Smart Testing, vous allez trouver le code du collecteur. Donc la réponse est, si vous êtes sur une app Android ou iPhone, une app spécifique qu'on ne couvre pas encore, si vous êtes sur une version mobile d'une application web, on couvre. Voilà, pour faire simple, hein, aujourd'hui. Donc, mais évidemment que les apps web, iPhone ou Android sont aussi, je veux dire, font partie du périmètre visé à terme. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce type-là qu'on est capable de couvrir. On est sur le web. On a une nouvelle, merci. On a une nouvelle question qui est plus destinée, je pense, à Abderrazak, qui concerne le shift left et toutes les approches BDD, TDD, ATDD. Comment, chez Questit en particulier, vous préconisez ou conduisez le changement qu'amènent ces nouvelles pratiques? Quelles sont vos préconisations? J'ai précisé tout à l'heure qu'on réalise dans des audits assez régulièrement chez nos clients. Ça fait partie, hein, ça, de l'une des recommandations qui arrive aussi de manière récurrente. Et ce qui est préconisé, c'est je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est des ateliers qui s'appellent les 3 amigos. Donc, entre quoi 3 amigos? Le product owner, les analystes, hein, quelque part, hein, qui vont décrire les user stories, le développement et les équipes de test. À travers cet atelier, c'est à ce moment-là qu'on se pose des bonnes questions, notamment d'un point de vue testeur, sur les critères d'acceptance, et qu'on définit finalement ces user stories avec une déclinaison BDD. Donc voilà le conseil que je donne à mes clients, et voilà comment on le met en pratique chez nos clients. On a même des formations sur ce sujet qui aident à accompagner. J'espère que ça répond à la question. Oui, je crois que c'est une bonne réponse. Une nouvelle question pour toi, Bruno, de la part de Ghislaine, que je salue. Donc, Ghislaine nous dit que les utilisateurs, dans la vraie vie, font pas mal d'allers-retours dans leur parcours sur l'application. Et c'est là qu'on constate des régressions. Car ça, c'est très difficile à automatiser et de penser à ces allers-retours, d'imaginer que l'utilisateur va prendre des chemins de traverse finalement pour arriver à son objectif. Comment Gravity arrive-t-il à gérer ce cas de figure? Alors, déjà, Gravity gère le multidomaine. Ça veut dire que
si vous avez un domaine et plusieurs domaines qui permettent de passer finalement de faire du bout en bout, hein, donc c'est géré. Après, c'est le cœur, c'est exactement le sujet, c'est-à-dire que on détermine des usages et on analyse les sessions et on va repérer finalement des sessions intéressantes par rapport aux usages qu'on veut couvrir et pourquoi pas des sessions qui reviennent, dont on voit finalement qu'il y a un pattern d'usage qui revient et qui est singulier ou qui nous intéresse ou qui a remonté historiquement des anomalies et qui va être sélectionné pour être testé en non-régression, pour être automatisé, donc pour produire du code. Et donc, le point fort, en fait, hein, c'est bien cette logique d'analyse, c'est-à-dire que on n'est pas dans la spéculation, on est dans la collecte de la data, on a la data est visualisée, la data est analysée et la data permet d'être transformée en test. Donc, voilà, pour répondre à la question de Ghislaine, c'est ça l'élément clé, hein, c'est qu'on ne travaille plus en aveugle, on travaille par l'analyse de comportements représentatifs de nos utilisateurs. Moi, j'ai une question aussi. L'enquête annuelle du CFTL, mais aussi de nombreuses études qu'on trouve facilement sur le web, montrent que le niveau moyen d'automatisation des tests ne progresse pas vraiment. C'est ce que tu as montré, Bruno, avec l'enquête du CFTL. Et on attribue ça généralement à des difficultés techniques. Mais ne penses-tu pas que les sociétés, ne pensez-vous pas tous les deux, que les sociétés réalisent simplement que produire et surtout maintenir des tests automatisés, ça coûte très cher, en plus avec la pénurie des automaticiens, et finalement, ces sociétés, elles arbitrent en faveur du test manuel, éventuellement nearshoré ou offshoré. Est-ce que l'enjeu du test automatique, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas plutôt du côté de l'optimisation, et notamment de l'optimisation du nombre de tests et de leur pertinence? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, l'enjeu du test automatisé aujourd'hui? Il y a deux choses. Donc, c'est ça. C'est pour ça, justement, que j'ai souhaité faire cette présentation avec vous. Donc, il y a vraiment le choix des périmètres, savoir juger, savoir décider de ce que l'on va automatiser, déjà, donc dans le périmètre des tests manuels. Mais après, quand on fait de l'automatisation, il y a l'aspect technique. Est-ce automatisable ou pas, techniquement, avec la solution qu'on a entre les mains pour automatiser. Mais ce que je vois émerger aussi, donc de la part de nos clients, c'est qu'on nous sollicite maintenant, après des années d'automatisation avec les outils open source, là je ne vais pas taper sur les open source, mais et la complexité, ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur les frameworks et la maintenance des scripts, à leur proposer des benchmarks sur les outils no-code, low-code, pour mettre en place l'automatisation in sprint. Quand on dit in sprint, tout à l'heure je montrais les incréments, hein, l'agilité, on voudrait que même si nos testeurs ne sont pas avec les compétences techniques pour pouvoir développer en Java ou pour pouvoir développer en Python et autres, l'aspect compétences, on veut avoir la possibilité de choisir non seulement les périmètres, et si en plus on a une solution qui nous indique les périmètres, à la volée rapidement, pouvoir les automatiser avec nos équipes en place, sans prendre l'aspect compétences techniques, j'ai besoin de mobiliser un développeur, etc., etc. Donc beaucoup de clients aujourd'hui nous sollicitent et nous demandent quelle solution, low-code, no-code pour automatiser, dois-je utiliser et déployer pour justement que mes testeurs puissent automatiser à la volée, sans cette contrainte technique. Donc il y a 2 points, donc c'est pour ça que je réponds à la question avec 2 points. Donc le premier, c'est sûr, il faut connaître les bons tests, il faut avoir, s'assurer aussi que techniquement, on a le bon outil pour automatiser, mais il faut aussi prendre en compte l'aspect compétences des équipes, parce que sinon vous allez mobiliser les développeurs, et on sait très bien qu'en mobilisant les développeurs, c'est au détriment du développement qui sont en cours ou du correctif d'anomalies qui sont en train de corriger. Voilà pour ma réponse. Bruno, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait en phase, hein. Je dirais aussi qu'il y a un ensemble de problèmes qui sont des freins qui se résolvent petit à petit. Je pense à la virtualisation des environnements, ça c'est un pas décisif pour pouvoir faciliter justement la mise en œuvre de l'automatisation, des technologies nouvelles
comme celle de Gravity, et puis justement avec l'apport de la présence de ces données d'usage ouvre la porte aussi à l'utilisation d'algorithmes de machine learning, d'algorithmes d'IA qui, travaillant sur la donnée, vont être capables de proposer des données de test, de proposer des parcours et particuliers à tester parce que dans l'analyse de ces datas. Donc, on le dit souvent, hein, mais je crois qu'il est vrai qu'on est vraiment en train de, voilà, on va vivre une transformation technologique où les testeurs vont garder leurs compétences, mais vont avoir plus de, disons, d'outillage aussi augmenté par l'IA, mais pour ça, il faut de la donnée, hein, voilà. Donc, la réponse, c'est la volonté d'automatiser est toujours là et les freins sont en train de se lever petit à petit et les choses vont, voilà, les courbes vont changer, les courbes des enquêtes CFTL. Et on Bon, verra dès 2023, je dirais. C'est sur ce ton optimiste qu'on va clore ce webinaire. Il est 13h46, donc on a tenu le timing. On remercie bien sûr nos deux présentateurs et puis merci à tous les participants, à ceux qui ont posé des questions et ceux qui n'ont pas posé, mais qui ont écouté attentivement. Et puis rappelez-vous que vous pourrez revoir ce webinaire et le partager avec vos collègues. Très bientôt, Castic mettra la vidéo à disposition pour tous les participants. Merci bien, bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, À bientôt. au revoir, merci à tous.